j'ai eu une opposition par une grande enseigne dont je tairai le nom. Quand on entreprend, on passe par beaucoup d'émotions. Il y a des moments, ça va être le découragement. Il y a des moments où on a envie d'arrêter, d'abandonner. Moi, il y a eu des jours où je me suis dit, mais t'es folle Sandrine. Pourquoi tu t'es lancée dans un gros truc comme ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il est énorme ton projet, ça va pas, non? Et je me parle à moi-même, je me dis, t'as pas le droit d'abandonner Sandrine. Tu vas aller jusqu'au bout de ce projet, tu vas ouvrir cet espace. Vie Magazine, l'émission d'interviews de femmes qui rencontrent les mêmes défis que toi et ont décidé de vivre pleinement leur vie. Bienvenue dans Vie Magazine. Bienvenue sur le plateau de Vie Magazine pour la deuxième partie avec Sandrine, la femme à 1000 casquettes. Recoucou Sandrine. Recoucou. Ça va toujours? Toujours. Alors tu nous as parlé de ton projet Bell & Cœur qui est juste magnifique. Merci. Et on voudrait connaître un petit peu les backstage. Ok. Alors, parti. Depuis quand ce projet est né? Ça fait combien d'années que tu es dessus? Alors ce projet, il est né il y a 9 ans. Oui. J'étais enceinte de mon premier fils et j'ai eu mes premières expériences en cancérologie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai soigné en tout cas une femme qui m'a marquée parce que, au fait, cette femme, elle parlait pas. Elle était vraiment aphone parce qu'elle était traumatisée par la découverte de sa maladie. Et en regardant son dossier, je vois qu'on a découvert son cancer lors de sa césarienne. Ça m'a vraiment marquée. Du coup, elle a eu des traitements agressifs très très forts dès le début parce que voilà, son cancer il était déjà à un stade très 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 avancé et elle a perdu ses cheveux rapidement parce que j'ai vu dans le compte-rendu où on expliquait que elle a eu vraiment ce choc suite à ces traitements agressifs qu'elle a eu. Elle a perdu ses cheveux en 2 jours, et elle était vraiment choquée. Elle était choquée. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette femme, à un moment donné, je devais lui faire un soin, donc j'avais besoin de sa pièce d'identité, parce que c'est une transfusion sanguine, donc pour contrôler, etc., pour faire sa carte de groupe, etc., etc. Et je vois la photo de sa pièce d'identité, je me dis, waouh, quelle beauté, avec ses cheveux et tout. Et quand j'ai vu ce qu'elle était, suite à ces traitements agressifs qu'elle a eu, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a vraiment touchée. J'ai vu une femme vraiment, voilà, elle était inexpressive, elle parlait plus, elle était vraiment traumatisée. Et là, le déclic, il s'est fait à ce moment-là. J'ai vu voilà, comment elle était avec ses cheveux, je l'ai vu comment elle était quand je la prenais en charge. Ça m'a vraiment touchée. Et là, je me suis dit, Sandrine, il y a quelque chose à faire. Il faut, en tant que coiffeuse et maquilleuse, tu ne peux pas ne rien apporter à ces femmes-là. Donc ce projet, il est né à ce moment-là, il y a plus de 9 ans, parce que mon fils va bientôt avoir 10 ans. Et voilà, donc aujourd'hui on est en 2022, voilà. Et il s'est passé quoi entre ces dates? Entre-temps, il s'est passé, je veux dire, beaucoup et pas grand-chose à la fois, puisque j'ai continué de travailler. Mm-hmm. Après, c'est vrai que j'ai essayé de proposer cet atelier dans les hôpitaux. Bon, ça n'a pas pu se faire, c'était compliqué. Ensuite, j'ai eu une opportunité dans une école de commerce en 2020. Donc, j'ai quitté l'hôpital et je me suis formée. J'ai pu peaufiner vraiment mon projet Bell & Cœur. Et voilà, donc le projet Bell & Cœur étant bien peaufiné, je me suis dit, bon, bah, écoute, tu vas créer les réseaux sociaux pour commencer à communiquer tranquillement. Moi, je suis vraiment allée, dans ma tête, c'était vraiment quelque chose de tranquille. Je présente le projet, tac, tac, et puis on avance tout doucement. Sauf que donc, bon, je crée sur Facebook, je vois qu'il y a plein de réactions. Je crée sur Instagram, pareil, beaucoup de réactions, vraiment beaucoup de likes. J'ai dit, ah, trop bien. Et puis je poste sur LinkedIn, et là, mon téléphone qui sonne tout le temps. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'en pouvais plus. Je regarde, c'était des notifications LinkedIn, voilà, ça tombait comme la pluie. Parce que voilà, j'ai posté le projet, je me suis présentée, qui j'étais, ce que je faisais, etc. Et là, je vois plein de messages, beaucoup de réactions
autour de ce projet Bell & Care. Les gens, en fait, étaient touchés. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il touche autant de gens, des hommes, des femmes, avec des statuts professionnels différents. Il y avait des cadres, des médecins, des chefs d'entreprise, enfin, voilà, toutes catégories professionnelles confondues. Et là, je me dis, ah ouais, ok, le projet, il a vraiment parlé aux gens. Il y a des personnes qui se sont proposées de m'aider, qui voulaient donner de l'argent, des biens matériels, qui proposaient de donner du mobilier pour cet espace beauté. Beaucoup de réactions. Et je me suis dit, ok, mais j'avais pas prévu voilà, ce buzz, on va dire, parce que ça a quand même fait plus d'1 200 000 vues. Énorme. Plus de 44 000 réactions, plus de 4 000 messages, sans compter les messages inbox. Et au fait, j'ai dû répondre à tous les messages. Tous les jours, je prenais 1 heure le matin, 1 heure le soir pour répondre individuellement à chaque message. Ah oui. Parce que pour moi, c'était vraiment important de répondre à tout le monde. Je me dis que les personnes prennent le temps de m'écrire, surtout que, je veux dire, les commentaires, ils me touchaient, quoi. C'était vraiment des personnes qui étaient touchées, qui le montraient. Il y avait des personnes touchées elles-mêmes par la maladie qui se manifestaient, des personnes qui avaient perdu des proches à cause du cancer et qui disaient, voilà, j'ai eu ma mère, ma tante, elle aurait aimé ce genre d'atelier, elle était coquette, etc. Donc vraiment, toutes ces réactions, elles m'ont énormément touchée, et donc j'ai pris le temps de répondre et j'ai vu que les gens voulaient vraiment aider. Mais j'avais pas de moyens, j'avais rien mis en place pour ça, et là j'ai pensé à une cagnotte de financement participatif parce que je me suis dit, j'ai rien fait, les gens veulent aider, comment est-ce que je vais faire? Donc j'ai mis en place une cagnotte de financement participatif avec Ulule, qui a été une réussite. Donc j'ai pu soulever une somme assez importante, avec laquelle j'ai pu acheter le matériel pour les ateliers. Donc les ateliers qu'on a pu faire les 12 et 13 juillet, tout ce qu'on a pu utiliser, c'est grâce à cette cagnotte, à ces personnes qui ont contribué. Et vraiment, c'est énorme parce que du coup, ça aide vraiment ce projet. Surtout que je partais avec 0 €, wow. Pas d'argent. Donc voilà ce qui s'est passé quand j'ai juste proposé le projet. Donc du coup, 0 €. Voilà. Pas d'argent. Voilà. Mère de famille, donc responsabilité. 3 enfants. 3 enfants. Mais tu as un projet qui brûle au fond de ton cœur et tu dis j'y vais. Je me dis j'y vais parce que de toute façon, déjà de par mon métier d'infirmière, c'est comme si c'est une vocation pour moi d'aider les gens. Même les personnes que je rencontre dans ma vie, il y a toujours des personnes qui ont un problème soit familial, soit émotionnel. Voilà, et c'est des personnes à qui, à chaque fois, j'ai pu apporter quelque chose. Des personnes avec qui je ne suis pas forcément restée en lien, mais dans la vie, au fait, il y a des personnes que vous allez avoir pour un temps, qui vont venir déposer quelque chose dans votre vie, quelque chose dont vous avez besoin, et qui vont partir, et vice-versa. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça, à qui j'ai apporté quelque chose, à qui j'ai fait du bien, en tout cas, parfois sans même faire exprès. C'est les retours que me faisaient certaines personnes qui me faisaient réaliser que finalement, ce que je disais avait vraiment un impact. Et voilà, donc déjà de par mon métier, voilà, aider les gens. Et je sais plus, j'ai perdu le fil, je parle tellement. Dis-moi, quelles ont été tes plus grandes peurs? Parce que tu dis je me lance, mais il y a de quoi avoir peur. Honnêtement, quand je me suis lancée, je ne me suis pas spécialement posé de questions, parce qu'à la base, moi, j'allais faire la formation sur l'entrepreneuriat, j'allais apprendre les outils, business plan, marketing, toutes ces choses-là. Un nouveau jargon pour moi, parce qu'on parle on part d'un jargon hospitalier à un jargon d'entrepreneur. Donc, c'était vraiment pour moi une découverte, et je me suis dit, bon, ok, je vais apprendre. Mais au fur et à mesure que voilà, je faisais les cours, on faisait des exercices pratiques aussi. Donc, c'était pas les vacances, vraiment. Il y avait beaucoup de travail, des recherches, des enquêtes à faire. Et au fur et à mesure que donc, je faisais ces travaux-là, je me suis dit, au final, on y est, quoi. Vas-y, fonce, quoi. J'ai commencé, autant continuer. Pour moi, je ne me voyais pas faire cette formation sur l'entrepreneuriat et revenir et attendre que ça tombe du ciel. C'était pas possible.
j'étais déjà lancée, donc j'ai continué. Et le projet, il s'est peaufiné. Et puis après, bon, il y a eu la présentation, la campagne, tout ça. Je me suis lancée, j'ai cherché un nom. Donc à l'époque, ça s'appelait Healthcare. J'ai déposé la marque. J'ai eu une opposition par une grande enseigne dont je tairai le nom. Parce que pour moi, il est important de déposer la marque par rapport à tout ce qui en découlera plus tard, voilà, des grands projets, bien sûr. Et donc j'ai eu cette opposition-là. Donc c'était un premier coup dans ce parcours parce que jusque-là, tout se découpait bien. Et là, il y a eu ça, donc un grand coup au moral. Ça m'a ralenti dans mes démarches parce qu'au final, même en termes de communication, je ne pouvais plus trop parce qu'il fallait que je règle le problème du nom. On le change, on ne change pas, tac, tac. Donc c'était des négociations, des échanges de mails, des appels, à ne plus en finir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, change de nom. Parce que de toute façon, c'est juste un nom, ça ne change en rien le projet. Même si les gens ont connu sous ce nom-là, c'est pas grave. J'ai communiqué dès le début sur ce projet-là et j'ai toujours été présente quand il y avait des avancées, des challenges, des obstacles, etc. J'ai toujours communiqué à ma communauté. Donc là, j'ai continué à faire ça et puis j'ai vu vraiment le soutien derrière les écrans. Vraiment, t'inquiète pas Sandrine, on va t'aider à trouver un nom. Enfin, les gens vraiment très adorables, quoi. On va t'aider à trouver un nom, c'est qu'un nom, c'est pas grave. Nous, on connaît le projet. Vraiment, voilà. Je me suis vraiment sentie encouragée et portée par ma communauté, la communauté Bell & Care. Donc après, j'ai changé le nom, j'ai déposé la marque à l'INPI. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fait. Ensuite, il fallait que je fasse des démarches pour avoir de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Parce que c'est vrai que la campagne a beaucoup aidé pour le matériel, mais ça ne suffit pas pour prendre en charge un local, la caution, les frais de rédaction, de bail, enfin toutes ces choses-là. Et puis bien sûr, après le mobilier, même s'il y a des personnes qui se sont proposées, il y aura des ordinateurs à acheter, enfin voilà. Donc j'ai commencé à faire des demandes de prêt. J'ai fait une seule demande de prêt auprès de Réseau Initiative France. Donc c'est une association qui aide les entrepreneurs en faisant un prêt sans intérêt d'un montant ne dépassant pas les 30 000 euros. Okay. Donc il faut déposer un dossier, ensuite on passe en commission, on pitche son projet devant un jury, etc. etc. C'est très sérieux puisque c'est un prêt qui est sans garantie. Donc j'ai eu l'occasion de faire cette démarche-là, j'ai présenté mon projet devant un jury de 7 personnes qui étaient très touchées par ce projet. Et à la fin de la présentation, je m'en vais, et donc la conseillère qui m'a accompagnée dans le montage du dossier, qui m'envoie un mail en me disant c'est bon, on t'accepte, on va t'accorder le prêt d'honneur. Après c'était une petite somme symboliquement, mais si tu veux, ça arrivait à un moment où il ne se passait rien. Et que j'en pouvais plus, je me suis dit, mais est-ce que je peux avoir un signe? Parce que là, je sais pas, j'en peux plus. Donc, on m'accorde le prêt d'honneur. Et cette conseillère m'envoie un mail, elle me dit, oui, tu sais, y a madame Untel qui est responsable de clientèle à la BNP pour les professionnels, qui a été très, très, très touchée par votre projet, elle veut le financer. Et là, je dis, pardon? C'est à moi qu'on parle, au fait? Oui, elle veut financer. J'ai dit, ok. Donc, bon, je dis, voilà, énorme. Dans ma tête, je me dis, bon, c'est cool, ils vont participer et tout. Donc, elle me donne les coordonnées, ses coordonnées perso à cette dame-là. Je la contacte dès le lendemain, j'envoie un mail, je la remercie d'avoir été présente pour ma commission, d'avoir écouté. Et elle me répond, c'est moi qui vous remercie pour votre si beau projet qui est si touchant et émouvant. On veut financer votre projet. Donc là, elle parle au nom de la banque en question. Et là, je me dis, ok. D'accord. Et donc elle me propose un rendez-vous, elle me dit voilà, je vous laisse le choix, soit on fait en visio, au téléphone ou en présentiel. Et je réponds en présentiel, bien sûr, ça fait 2 ans qu'on a été privés les uns des autres, je préfère qu'on se voit. Donc la semaine qui a suivi, j'ai rencontré la directrice de la banque, une grande banque. Je repitche mon projet, elle me dit écoutez, on vous le finance, vous avez besoin de combien? Je donne mon montant, on me dit c'est bon. Et là, je me dis, ah bon, comme ça? J'aurais dû demander plus. Grave, je dis, ah bon, comme ça? Donc, au fait, c'était énorme ce qui s'est passé parce que ça faisait des mois qu'il ne s'était rien passé, qu'il n'y avait pas d'avancée. Et puis, bon, entre-temps, je cherchais le local quand même si je n'avais pas encore de fonds, mais j'ai dit, je cherche quand même.
Je fais des visites, j'aime pas, je fais des visites, on me dit non, on me dit non, on me dit non, on me dit non, on me dit non. Je dis ok, donc c'est fatigant à un moment donné. Surtout que quand tu sais que vraiment la demande est là, en plus, il y a vraiment quelque chose qui m'a touchée, c'est que j'ai une voisine, elle se reconnaîtra, j'ai une voisine qui habite à une rue derrière chez moi, qui un jour m'a contactée via les réseaux sociaux pour que je la maquille, parce qu'elle voulait se faire des photos shooting pour elle-même. Donc je la maquille, tac, un super feeling et tout. Et puis à ce moment-là, j'étais en formation de sourcils, microblading, et je lui dis, ah bah écoute, si tu veux, parce qu'elle voulait se le faire, je dis, je pourrais te le faire, comme j'ai un examen final à passer, si ça te dit, elle me dit oui, oui, oui. Sauf qu'après, j'ai plus de nouvelles, je la contacte, elle répond pas, et puis un jour, une année après, elle m'écrit, et elle tombe sur mon projet, Ben Care, elle me dit, ah je savais pas et tout. Et elle m'annonce qu'au fait, elle était malade, qu'elle avait un cancer aussi. De l'ovaire, un stade avancé, qu'elle a passé des heures au bloc, qu'elle a failli mourir. Et là, ça m'a énervée au fait. Ça m'a énervée, je me suis dit, voilà, c'est ma voisine. On s'est vu l'année dernière, elle était en bonne santé, des cheveux, une blonde belle, avec des cheveux longs comme ça et tout. Et au fait, elle s'est retrouvée aussi face à cette maladie, j'avais plus de nouvelles, mais au fait, elle était en train de se battre en réa pour vivre et tout. Et je me suis dit, je trouve pas de local, on me ferme les portes. Enfin, j'étais vraiment en colère, quoi. Je me dis, il se passe rien, il y a un besoin qui est là, j'ai même pas besoin d'aller loin, il y a juste ma voisine derrière. Et puis, donc voilà. Donc c'est vrai que quand après j'ai eu ces portes qui sont ouvertes pour le crédit, j'étais contente. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bah, je galère toujours pour trouver un local. Donc je me suis dit, bon, à un moment donné, je vais essayer de voir auprès d'associations qui ont des locaux, qui peuvent me mettre à dispo, que je commence, même si c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais il faut que je commence parce qu'on me demande, parfois on m'écrit, on me demande l'adresse, mais j'ai pas d'adresse à vous donner les gens, excusez-moi. Donc ça fait mal, quoi, c'est dur, je me dis waouh. Et c'est là où tu vois, tu te dis, mais purée, les gens, ils ont été vraiment touchés par ce projet, mais personne ne veut me mettre un local. Et encore plus dur à accepter, quand tu sais que tu as la banque qui te soutient, parce que la banque, elle se soutient, elle se porte caution pendant 1 an. C'est fou. De la garantie du loyer. Enfin, donc voilà, donc là, j'ai trouvé une association qui s'appelle La Cité Fertile, parce que j'ai envoyé des mails un peu à tout le monde, à plein de mairies, j'ai écrit à tout le monde, eux, ils m'ont répondu. Ils ont été touchés par le projet, j'ai rencontré une des responsables, elle m'a dit, écoute, non, on va te mettre à disposition. Voilà, c'est un endroit, voilà, c'est 1 hectare de terrain, c'est comme un petit quartier éco-responsable avec un restaurant, plein d'espaces de travail, enfin, magnifique. C'est vraiment un endroit où on se sent déconnecté du monde parce que ça fait comme un petit village. En plus, ça a été bâti sur une ancienne gare, donc il y a quand même un train qui passe derrière. Donc ça a vraiment un charme et puis voilà. Et bah, eux, ils m'ont ouvert les portes. Donc je commence le 5 septembre les ateliers, à raison d'1 fois par semaine. Mais pour moi, c'est déjà ça parce que il fallait que je commence. Il fallait vraiment que je commence parce que la demande, elle est là, le besoin, il est vraiment là. Et je sais que ça ne sera pas suffisant. C'est pour ça que moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver un local, mais t'imagines le truc? Comment j'ai visualisé cet espace-là? Il y aura un salon cosy, avec des canapés confortables, des poufs, des plaids, un bar à thé, bar à café, des petits gâteaux, de la musique, une guitare, un petit piano, voilà, parce que vraiment l'idée c'est que pendant ces ateliers, que ces femmes, si elles n'ont pas envie de rentrer à la fin de l'atelier, elles pourront rester, il y aura une connexion internet, elles vont se poser, elles vont lire un livre, elles vont échanger entre elles. Je visualise vraiment cet espace comme un petit coin de paradis, voilà. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir le local, ça me frustre. Donc quand on entreprend, on passe par beaucoup d'émotions. Il y a des moments, ça va être le découragement. Il y a des moments où on a envie d'arrêter, d'abandonner. Moi, il y a eu des jours où je me suis dit, mais t'es folle Sandrine, pourquoi tu t'es lancée dans un gros truc comme ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il est énorme ton projet, ça va pas, non? Je me parle à moi-même comme ça. Je me suis dit ça. Et quand je vois après mes beautés qui m'écrivent, quand je prends de leurs nouvelles, elles m'ont dit, ouais, il y en a une qui m'annonce qu'elle a eu une rechute. Je me dis, non Sandrine, t'as pas le droit d'abandonner. Même là, il y a peut-être 1 mois, il y en a une qui m'a appris vraiment, elle a eu encore, voilà, ils ont découvert une tache au niveau de son sternum, etc. Ils ont fait des examens, c'est encore du cancer, quoi.
alors qu'elle était sur la fin. Donc c'est long, ça peut être long pour elle. Et je me dis, il y en a, ça fait elles sont dans la maladie 1 an, 2 ans, rémission, rechute, tac, 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 ça peut durer 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Il y en a une qui vient de décéder là après 8 ans de bataille. Donc c'est long pour elle. Et moi, je me suis dit, mais Sandrine, c'est rien ce qui se passe. Même si c'est dur, mais à côté de ce qu'elles vivent, c'est rien. Et je me parle à moi-même, je me dis, tu n'as pas le droit d'abandonner, Sandrine. Tu vas aller jusqu'au bout de ce projet, tu vas ouvrir cet espace. Même s'il y a des jours, tu as envie de laisser tomber. Parce que de toute façon, quand on entreprend, c'est comme ça. C'est les montagnes russes. Il y a des jours, on se sent pousser des ailes, on plane. C'est trop bien, on est content, c'est trop, trop bien. Mais il y a des jours, on a envie de tout laisser tomber. Et de se dire, vas-y, je vais me reprendre un poste. Je dis, de toute façon, je suis infirmière. C'est un passeport à vie, ce métier. J'ai dit, au pire, je me reprends un poste et puis on n'en parle plus. Mais non, je ne peux pas. Parce que voilà, elles ont toutes des histoires différentes les unes des autres, des histoires qui sont poignantes, des histoires qui sont touchantes. Il y en a qui, dans la maladie, divorcent. Et elles sont là, elles tiennent. Je me dis, mais non, tu n'as pas le droit d'abandonner. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas le local là que tu vas abandonner, tu vas te décourager. Ok, c'est normal, ça fait partie du game d'avoir des moments de découragement, mais tu laisses pas tomber. Tu es encore en vie, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu vas y aller. Tu vas commencer avec ce que tu as. Donc, je me suis dit, au fait, je commence avec ce que j'ai. La Cité Fertile m'a ouvert les portes et je ne les remercierai jamais assez parce que grâce à eux, je vais pouvoir commencer mon projet, même si c'est une fois par semaine. Et comme je le dis souvent, un pas après l'autre. Parce que quand on avance, à un moment donné, les portes, au fait, il faut frapper, frapper, frapper et à un moment donné, elle va s'ouvrir. Oui. Mais si on n'avance pas, comment est-ce qu'on va pouvoir pousser la porte pour qu'à un moment donné, elle s'ouvre? Donc je me dis, ok, je fais avec ce que j'ai. Arrête de vouloir la situation parfaite. Il n'y a pas de situation parfaite. Quand on veut se lancer, le plus important, c'est de commencer. Et quand on commence, au fur et à mesure, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des personnes qui viennent, qui nous apportent quelque chose. On avance, d'autres personnes qui viennent, qui apportent quelque chose, qui vont venir enrichir le projet. Et au fur et à mesure, voilà, les choses s'alignent, les portes s'ouvrent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on voyage en avion, mais avant de pouvoir voyager en avion, il y a eu des tests. Je ne sais pas combien de tests, il y a eu des crashs. Voilà. Il faut faire, tester, on teste, ça marche pas, c'est pas grave, cette formule-là n'était pas bonne, on en teste une autre, etc. On avance, je veux dire, c'est comme ça. Après, le tout, moi en tout cas, depuis que je le vis, je me dis, au fait, faut pas abandonner. Faut pas abandonner parce que les efforts, à un moment donné, ils finissent toujours par payer. Le travail paye toujours. Moi, je suis convaincue que le travail paye, que de toute façon, dans la vie, on n'a rien sans rien. Hein. Je veux dire, si j'étais là, restée assise et attendre que ça tombe du ciel, j'allais pouvoir attendre très, 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 très longtemps. Et moi, je suis une femme d'action, donc je suis une femme d'action. Rester sans rien faire, là, pour moi, c'est très, très dur. Et voilà, donc j'y crois. Même si c'est fatigant, même si parfois je manque de sommeil, même si parfois j'ai envie d'abandonner, mais j'y crois tellement que je ne peux pas abandonner. Et je veux dire, c'est normal qu'il y ait des moments comme ça, des moments de down, c'est normal. Quand ils arrivent, il faut les vivre aussi, il ne faut pas se mentir à soi-même. Donc moi, j'ai pleuré plusieurs fois. Hein. Je suis quelqu'un, j'aime pas me retenir. Quand c'est compliqué, quand j'en peux plus, je pleure un bon coup. Je mets là un bon coup. Après, j'essuie mes larmes et c'est parti. Je passe à autre chose. Je reste pas, voilà. Ça dure jamais longtemps les moments de down, mais je les vis à fond quand même parce que ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale et il faut pas les renier au fait. Ça fait partie de l'aventure. Et voilà. Et ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, tu nous disais que pour toi, ton but, c'est de prendre soin des gens, d'aimer les gens. Et c'est comme si on le retrouve dans le fil conducteur de ta vie où tu as été infirmière, tu as été coiffeuse. Enfin, tu es coiffeuse, tu es maquilleuse. Maintenant, le projet de cette association. Et je me demande, pour toi, la beauté, c'est quoi? C'est juste quelque chose, c'est quelque chose qui est en soi déjà. Pour moi, la beauté, c'est quelque chose qui est en soi. On peut voir une personne belle extérieurement, mais qui a un cœur noir comme le charbon, par exemple, ou qui intérieurement
voilà, une personne qui peut être mauvaise, etc. Donc, quand cette personne, elle va parler, finalement, toute la beauté qu'elle a, on va plus la voir. Parce que le côté mauvais, le côté méchant, le côté obscur qui est en elle sera tellement mis en avant que finalement, sa beauté physique, c'est comme si ça n'a pas de valeur, au fait. Donc pour moi, vraiment, la beauté, c'est déjà quelque chose qui est à l'intérieur. Et que, voilà, les petits artifices, voilà, c'est vraiment du bonus. Mais voilà, pour moi, c'est à l'intérieur. Et est-ce que tu as toujours été cette femme confiante que tu es aujourd'hui? Je pense que je dirais oui. J'ai toujours été confiante, je pense, même si j'ai eu des moments de doute. Mais si tu veux, cette confiance, elle a grandi au fil des années avec ma vie, au fait, l'expérience de ma vie. Parce que moi, donc, j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans, donc je suis dans une fratrie de 7, on est 7 enfants. Et très tôt, j'ai dû apprendre, en tout cas, à me débrouiller seule, même si j'avais mes frères et sœurs. Ma mère qui n'a pas fait de grandes études, donc voilà, pour prendre en charge 7 enfants. Donc, si tu veux, j'ai dû apprendre à me débrouiller tôt. Les quelques années que j'ai vécues dans mon pays d'origine, la Centrafrique, voilà, comme je te disais, la fibre entrepreneuriale qui nous vient de notre mère, moi, j'ai commencé déjà à vendre des choses, par exemple. Avec ma grande sœur, on vendait des beignets. Moi, je faisais mes beignets, je les vendais à 10 francs. Elle vendait, les grands, à 25 francs, CFA. Et voilà, ce sont des choses, au fait, si tu veux, tu apprends à te débrouiller. Pourtant, j'avais un bon environnement. Mes frères et sœurs, vraiment, on est quand même soudés entre nous. Mais j'avais envie de me débrouiller, parce qu'en Centrafrique, les gens se débrouillent, les filles du quartier, elles coiffent. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris à coiffer, parce que je voyais toutes les filles du quartier qui coiffaient, et je me suis dit, ah non, moi j'ai envie d'apprendre. Donc je suis allée avec elles, j'ai appris à faire des tresses. Et puis voilà, après, avec les années, quand je coiffais mes sœurs, les gens regardaient, ah c'est joli, qui t'a fait ça? Et j'ai commencé à coiffer d'autres personnes que mes sœurs comme ça. Et à me faire de l'argent comme ça. Puis un jour, je me suis dit, ah tiens, on va commencer à se lancer dans le mariage. Donc je regarde les magazines. Après, il y avait l'arrivée d'Internet, YouTube, etc. Donc je me suis auto-formée au départ, les coiffures de mariage, plein de choses. Et petit à petit, j'ai commencé à attirer une clientèle, je me faisais de l'argent. Enfin voilà, donc si tu veux, le fait d'avoir été obligée de me débrouiller pour survivre, parce qu'au fait j'aimais bien avoir mon argent, être indépendante un petit peu, même si je vis encore avec ma mère et mes frères et sœurs, mais pour moi c'était une fierté de vendre des choses et de me faire mon argent moi-même sans être obligée de compter sur ma mère. Donc si tu veux, quand tu apprends à te débrouiller comme ça, tu développes aussi ta confiance en toi-même. Voilà, tu t'équipes au fait, au fur et à mesure, avec ces petites aventures là comme ça. Et puis je suis quelqu'un, je suis déterminée. Vraiment, quand j'ai une idée en tête, quand j'ai envie d'apprendre quelque chose, comme je te disais, j'ai appris à coiffer dans mon pays parce que je voyais les filles et j'ai dit ah non, il faut que j'apprenne. Donc j'étais déterminée et j'ai appris à coiffer comme ça. Pareil pour le maquillage, j'ai appris à coiffer toute seule parce qu'un jour, je faisais des chignons de mariage à des mariés. Elle me disait ah mais tu maquilles pas parce que ça serait bien que tu maquilles. Et là, j'ai dit ah ouais, on va réfléchir. Et j'ai commencé à apprendre. Je suis allée jusqu'au bout et puis là, il y a 2 ans, je me suis formée pendant le Covid. J'ai fait ma formation de maquilleuse professionnelle parce que voilà, je me suis dit pour moi c'est important de valider tout ça par une formation, un certificat, etc. Donc au fait, ce qui va augmenter en tout cas moi ce qui a augmenté la confiance en moi aussi, c'est le retour des gens par rapport à ce que je peux faire, les tresses, les coiffures que je faisais, que je fais encore, quand tu me dis waouh c'est beau, oh là là, ah non, moi personne ne touche ma tête que toi. C'est des choses qui augmentent la confiance en soi, donc qui donnent davantage d'assurance. Et je me dis, ah bah finalement, je dois vraiment faire du bon travail. Si on veut que moi, je dis, ah bah super. Et voilà, donc au fur et à mesure que j'avance, en tout cas dans ma vie, les choses que j'apprends et le retour des gens par rapport à ce que je peux apporter, fait que ça augmente ma confiance en moi. Et qu'aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai une confiance en moi et que personne ne pourra me l'enlever, quoi. Waouh. La peur de l'échec.
Ça t'évoque quelque chose ou pas chez toi? Franchement, j'ai pas envie de dire que c'est un échec parce que on fait pas d'omelette sans casser d'œuf. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux faire une omelette, tu casses un œuf. Ce que je veux dire par là, c'est que pour apprendre, on fait des erreurs. Là, par exemple, quand j'ai fait mes ateliers tests et que j'ai testé l'atelier confection de perruques, j'ai vu que c'était pas adapté. Tu vois? Pour moi, c'est pas un échec. Parce que grâce à ça, ça m'a permis de voir que c'est pas adapté et qu'il faut que je change. Tout simplement. Donc j'étais hyper contente. C'est bizarre, hein, mais j'étais contente que ça arrive là, au moment où j'ai testé, plutôt que ça arrive au moment où c'était ouvert au grand public, par exemple. Donc pour moi, franchement, l'échec ne me fait pas peur. Et comme je te dis, je ne vais pas dire que c'est... On apprend. On apprend. Donc il faut l'accepter. Parce que voilà, quand tu rates quelque chose, tu recommences avec une autre méthode. Si tu rates, tu recommences. Et puis à force, tu vas finir par trouver la bonne méthode, tu vas trouver ce qui fonctionne. Donc pour moi, échec, c'est apprentissage. Waouh. Waouh. Quelque chose que tu veux nous laisser, peut-être un message, un témoignage. À toi la parole. Si je peux vous laisser quelque chose, faites ce que vous aimez. Voilà, ne vous privez pas. Ne vous mettez pas des barrières vous-même. Tout est possible quand on y croit. Même avec des enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Quand je me suis lancée, j'allaitais encore mon petit dernier. J'allais en cours, je tirais mon lait, je revenais, je faisais cours le soir. Mais voilà, ce qui m'anime, c'est la passion de ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais. Donc si je peux donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui, c'est de trouver, de chercher ce que vous aimez et de le faire. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on n'a pas l'impression que c'est un sacrifice. Parce que je passe beaucoup d'heures dans ce que j'aime, mais au final, c'est du temps... pour moi, ça ne me coûte pas parce que je fais quelque chose que j'aime. Donc si je peux vous donner un conseil, trouvez ce que vous aimez et foncez. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Et on espère te revoir sur le plateau de l'émission prochainement. Avec plaisir.